Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre pour cette nouvelle conférence Politeia en partenariat avec Sciences Po Paris et la médiathèque Marguerite Duras à Paris. Aujourd'hui, nous allons nous demander si l'école républicaine tient ses promesses. L'école républicaine, depuis sa création au XIXe siècle et sa massification dans les années 60, promet en effet de garantir l'égalité des chances et de susciter l'adhésion aux valeurs démocratiques. Pourtant, il semble que les inégalités scolaires soient encore particulièrement fortes. L'augmentation croissante des taux d'accès au bac témoigne certes de la massification du système scolaire, mais cette massification n'empêche pas une certaine permanence des inégalités. En effet, alors que 90% des enfants de cadres supérieurs sont bacheliers, cela ne concerne que 40% des enfants d'ouvriers non qualifiés. Ces inégalités sociales s'articulent, en outre, à des inégalités territoriales fortes, comme l'illustre la répartition de l'éducation prioritaire. En 2020, 3/4 des élèves de REP ont des parents ouvriers ou inactifs, contre 4 élèves sur 10 dans le reste des collèges publics. Ainsi, les inégalités à l'école semblent presque s'être aggravées, au point que la France fait figure de mauvais élève dans les classements internationaux. De ce fait, on assiste à une perte de confiance croissante à l'égard de l'école, qui ne garantirait ni la cohésion sociale, ni l'égalité des chances, ni le vivre ensemble. Plus encore, elle est parfois perçue comme facteur d'exclusion d'une part de la population, ce qui façonnerait une défiance à l'égard du monde politique et institutionnel. Dès lors, quels seraient les effets sur la démocratie d'une école qui perpétue les inégalités sociales et trahit la confiance d'une partie des citoyennes et des citoyens? À quelles conditions l'école peut-elle alors remplir ses promesses? Ou bien devons-nous accepter que l'école républicaine française est devenue plus élitiste qu'égalitariste? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Marie Durubella, professeure émérite de sociologie à Sciences Po Paris et spécialiste de l'école et de l'éducation, qui a publié Le mérite contre la justice en 2019, ou encore L'école peut-elle sauver la démocratie en collaboration avec François Dubet en 2020. Marie Durubella a donc consacré sa carrière universitaire aux inégalités scolaires, ce qui nous promet un éclairage très riche sur toutes ces questions. Bonjour Marie Durubella, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Nous vous laissons maintenant la parole. Écoutez, je vais poursuivre sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, depuis les années 60, dans les sociétés comme la nôtre, modernes, généralement démocratiques, eh bien, on a massifié le système scolaire. En France, par exemple, le taux de bacheliers a été multiplié par 8 au cours des 6 dernières années. Ce processus de démocratisation scolaire a été perçu comme une évidence et ne pouvant qu'augurer de bienfaits pour la société, et il était donc assorti d'un certain nombre de promesses. Quelles étaient ces promesses? La première d'entre elles était une promesse de justice. Il semble évident qu'une école ouvrant plus largement les portes du lycée et de l'enseignement supérieur à un nombre important d'élèves est beaucoup plus juste qu'une école qui réserve les études longues aux élèves bien nés et à une infime minorité d'excellents élèves des classes populaires, comme c'était le cas à la période de l'école dite républicaine. La deuxième promesse de la massification est celle du développement global des compétences, de l'exploitation de ce qu'on a appelé le capital humain. Et là encore, il semble aller de soi que des jeunes plus instruits seront des travailleurs plus efficaces, plus compétitifs, plus innovants, plus mobiles. Et à terme, la société elle-même serait plus dynamique, l'économie serait plus performante. La troisième promesse de la massification est celle des progrès de la démocratie. Dans un pays comme la France en particulier, l'école de la République s'est toujours identifiée aux valeurs de la démocratie. La confiance dans les institutions et dans les autres, la tolérance, la croyance dans la raison, la croyance dans la science, l'amour de la culture. Et là encore, il semble aller de soi qu'une école qui éduque longuement les jeunes va produire des citoyens plus informés, plus cultivés, etc. La recherche montre aujourd'hui que ces promesses n'ont pas toutes été tenues. L'école reste très inégalitaire, on vient de le rappeler, tout en ayant profondément transformé les processus de production des inégalités.
Par ailleurs, l'utilité des diplômes pour les personnes est loin d'être uniforme. Certains diplômes sont très rentables, d'autres au contraire semblent éloignés du marché du travail. Quant à l'impact du niveau d'éducation moyen sur la croissance, il reste tout à fait débattu. Enfin, il n'est pas certain que la foi dans la démocratie se porte au mieux, alors même que nous avons de plus en plus de jeunes bien éduqués. Donc, nous allons explorer maintenant les pistes qui aident à comprendre ce qui apparaît comme des désillusions. Alors, deux remarques avant d'esquisser ces pistes. Un premier point à souligner, c'est que l'éducation, elle a deux faces. Elle a une face intégratrice et une face différenciatrice. C'est-à-dire que l'école, elle est tenue de proposer des valeurs communes à tous pour favoriser la cohésion sociale, mais elle est aussi une instance qui va classer les personnes, qui va donc instaurer des distances entre les personnes, des distances qui seront suivies de distances dans la vie professionnelle et la vie sociale. Et donc, on voit bien qu'il va y avoir une tension entre la formation de tous et la sélection des meilleurs. C'est inévitable. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Durkheim le pressentait déjà. Il disait la fonction de l'école, c'est d'unifier sans diviser. Mais ce n'est pas facile, unifier sans diviser. Une seconde remarque, c'est qu'on ne peut pas se limiter à l'évaluation des effets moyens de l'éducation. On dit toujours, en moyenne, les pays plus instruits sont comme ci, sont comme ça, etc. Il est tout aussi important de s'intéresser aux effets diversifiés et peut-être opposés d'ailleurs de l'éducation sur les personnes, selon qu'elles sortent avec les bons diplômes, entre guillemets pour les bons, ou dans les derniers de la classe. Il peut y avoir des effets tout à fait différents et nous en verrons beaucoup d'exemples. Avec ceci en tête, le défi, c'est de comprendre ce qui est parfois désigné comme un paradoxe français, y compris dans les comparaisons internationales. On est un pays globalement instruit, socialement redistributif, pas spécialement inégalitaire par rapport aux pays comparables, mais on est un pays où la méfiance, parfois même la colère, sont très fortes, avec des conséquences qu'on peut juger inquiétantes sur l'avenir de la démocratie. Donc ça, c'est paradoxal. Alors, dans un premier temps, je m'attarderai sur la manière dont la massification scolaire s'est accompagnée d'une transformation dans la façon dont sont fabriqués les cursus et les inégalités qui vont avec. Dans un second temps, je parlerai davantage des relations entre les diplômes et les emplois, puisque nous, on pensait que dès lors que les diplômes s'avéraient payants pour les individus, il suffisait d'en délivrer plus pour que chacun y gagne, et au-delà, la société tout entière. On a encore ce raisonnement souvent chez les économistes qui disent, vous voyez bien, plus on est éduqué, plus on gagne, donc ouvrons et il n'y aura plus de problème. Ce qu'on va voir, c'est que face à des diplômes bien plus nombreux, l'économie et les employeurs se sont adaptés. Et c'est les relations entre formation et emploi qu'il faut étudier et elles se sont profondément modifiées. Enfin, dans un troisième temps, je m'intéresserai davantage aux promesses démocratiques de la massification, quel effet a-t-elle eu sur les valeurs, la confiance, l'engagement politique des jeunes générations, avec à nouveau une perspective différentielle, c'est-à-dire qu'on va regarder vraiment l'écart entre les jeunes très diplômés et les jeunes qui le sont moins ou pas du tout, et nous verrons que cet écart a des conséquences sans doute délétères, sans doute d'autant plus marquées que le niveau global d'éducation s'est élevé. Alors, premier point, massification scolaire et inégalité. Alors, le point de départ, c'est qu'on est déçu. Voilà, on est déçu parce que, au terme de 60 années de massification scolaire continue, l'élargissement de l'accès aux études n'a pas réduit autant qu'on pouvait l'espérer l'inégalité des chances de réussir à l'école, selon l'origine sociale des élèves. Alors, d'emblée, il faut rappeler, quand même, si on peut dire, mais c'est très important, que la massification scolaire a permis à de nombreux jeunes d'origine populaire d'accéder à des formations, à des diplômes dont ils étaient très majoritairement exclus. Il est certain que, fût-elle inégalitaire, une école qui produit 80% de bacheliers est moins injuste qu'une école qui opposait 5% de bacheliers dans les années 50 à une masse d'élèves dont la moitié n'obtenait pas le certificat d'études. On dit toujours l'école républicaine d'il y a 100 ans, oui, la moitié n'avait même pas le certificat d'études en 1950. Alors, ceci étant dit, au fil des décennies de massification, le mode de production des inégalités scolaires s'est profondément transformé.
Depuis le début des années 60, l'architecture du système et l'organisation des parcours des élèves ont changé de nature. Jusqu'aux années 60, l'école opposait des filières scolaires verticales et relativement étanches. Les enfants du peuple et de la bourgeoisie n'allaient pas dans les mêmes écoles. L'école primaire suivie éventuellement du primaire supérieur pour les enfants de milieu populaire et le petit lycée et le lycée pour les enfants de la bourgeoisie. Donc, avec la massification scolaire, à partir de la réforme Berthoin de 58, quelques années après du temps qu'elle soit mise en œuvre, tous les élèves fréquentent a priori la même école élémentaire et le même collège, et ils vont y être orientés et triés en fonction de leur performance. C'est-à-dire qu'à l'organisation verticale des inégalités se substitue une organisation horizontale dans laquelle les parcours scolaires diversifiés sont construits au fil d'une série d'épreuves scolaires et de sélection. Alors, cette mutation, elle est vraiment décisive dans la mesure où elle a bouleversé l'expérience scolaire des élèves, des enseignants et au-delà de leurs familles, des familles, là où le destin scolaire semblait largement déterminer les parcours scolaires. On disait, vu mon milieu social, de toute façon, je vais à l'école primaire ou je vais au lycée. D'une certaine manière, ça ne posait pas de problème. C'était plutôt d'ailleurs les syndicats de travailleurs qui pouvaient s'élever contre cette dichotomie. Donc là où le destin scolaire primait, maintenant les parcours scolaires vont être sous la responsabilité de chaque élève, et donc les inégalités vont être produites par l'agrégation de petites inégalités, qui vont s'accumuler, des inégalités de réussite et d'orientation, qui vont se renforcer au fur et à mesure du parcours et des épreuves scolaires. Donc, les élèves vont être orientés tout au long d'un système qui est défini par des niveaux d'échec relatifs. Toute différence devient une inégalité. Le choix des langues au collège, par exemple, c'est bien connu, est subtilement hiérarchisé. Et toutes les options sont hiérarchisées. Dès qu'on étudie une option ou un palier d'orientation, il y a toujours une différenciation sociale. Et comme tous les élèves entrent dans le même système, chacun se compare au plus près de soi, en fonction de la filière, de l'établissement, de l'université. Parce que c'est là que se jouent au quotidien les inégalités décisives. Donc, alors que l'école républicaine pouvait paraître plus juste que l'était la société, puisqu'elle sauvait quelques élèves méritants, là, l'école démocratique de masse paraît plus inégalitaire et injuste parce que c'est dans son sein que se constituent les inégalités. Elle est en tout cas plus cruelle. Donc, l'accumulation de ces inégalités, qui sont parfois petites, finit par avoir de grandes conséquences. Non seulement un élève d'origine peu favorisé dès le départ éprouve souvent des difficultés, mais ces difficultés vont être cumulatives et par le jeu des évaluations, des orientations, du fait d'être scolarisé dans tel ou tel contexte, eh bien, les inégalités vont s'accroître au fil du temps. Et au-delà, quand on est diplômé, avec la massification et l'accroissement de la concurrence qu'elle implique pour l'obtention des diplômes les plus prestigieux, eh bien, on va voir qu'il forcément, il en faut plus pour faire la différence. Donc, il y a un contexte d'inflation des diplômes. Il faut agir, se mobiliser pour accroître les chances de succès de ses enfants. Et la demande donc des familles devient elle-même particulièrement inégalitaire. Elle est obsédée par la quête de la distinction, pour reprendre un terme popularisé par Bourdieu. Dans les familles bien au courant, d'initiés, comme on dit maintenant, on scolarise tôt en visant un apprentissage précoce de la lecture, les jeux vont être éducatifs, les fréquentations vont être contrôlées, les vacances doivent être instructives et culturelles, on va faire apprendre très tôt des langues étrangères, etc. Et donc, vu l'angoisse globale de cette concurrence, du chômage qui risque, est toujours là en arrière-plan, eh bien, on a une stratégie de sauve qui peut, voilà, il faut que son enfant soit bien classé dans une compétition qu'on pressent difficile. Et concernant les élèves, puisque tout le monde semble avoir sa chance, les inégalités sont des épreuves personnelles dans lesquelles chacun mesure sa propre valeur, chacun se sent méprisé ou menacé de l'être à l'aune de ses performances scolaires. Deuxième point, des diplômes utiles à tous et à chacun, et les relations formation-emploi. Alors, on a beaucoup écrit, notamment au seuil des années 2000, sur les bienfaits attendus d'une élévation du capital humain, de ce qu'on appelait l'économie de la connaissance. On est pas mal revenu depuis. Et c'est sur la base de cette représentation que l'OCDE elle-même a défendu des politiques de développement de l'enseignement supérieur, dans un souci de compétitivité internationale. Mais avec, de la part de l'OCDE, une conception de l'éducation qui était promue avant tout
comme au service de stratégies individuelles. C'est-à-dire une conception complètement différente de celle qui prévalait du temps de Jules Ferry, où là, ce qui primait, c'était la formation du citoyen. Là, c'est vraiment une éducation qui doit être rentable pour les personnes et pour la société. Alors, sans doute, c'est rentable. C'est-à-dire que investir dans l'éducation est une bonne affaire pour les personnes. Les diplômes payent. On s'insère très inégalement sur le marché du travail selon le niveau d'éducation, avec dans notre pays une prime nettement plus élevée qu'ailleurs aux très hauts diplômes, qui sont eux-mêmes scolairement et socialement les plus sélectifs. À l'inverse, les moins diplômés, est une insertion particulièrement chaotique, marquée par des périodes d'inactivité et de chômage et un enchaînement d'emplois à durée déterminée. Alors, sans surprise, ces inégalités de situation en fonction du diplôme se recoupent avec les inégalités sociales. Si on regarde la situation des jeunes 5 ans après la fin de leurs études, eh bien, on a à peu près 10-12% des enfants de cadres qui vont être au chômage, et on en aura entre 26 et 30% chez les enfants d'ouvriers ou d'employés, donc chez les parents. Le gap, si on peut dire, apparaît nettement. Et donc, on comprend que l'acquisition des diplômes soit l'enjeu de la transmission du statut social des parents à leurs enfants. Ça marche, on l'a rappelé. 7 enfants de cadres sur 10 sont cadres. 7 enfants d'ouvriers sur 10 sont dans des emplois d'exécution. Donc la question, vu cette influence du diplôme, c'est est-ce que la mobilité sociale, qui est censée caractériser nos sociétés démocratiques, tout le monde a sa chance, etc., est-ce que la mobilité sociale a évolué, a augmenté, parallèlement à l'expansion de l'éducation? Bon, la conclusion à cette question, elle est mitigée. Il y a bien eu, depuis une 50aine d'années, un léger assouplissement de la société lié au développement de l'éducation, mais surtout jusqu'au seuil des années 90. Alors là où il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pour les femmes. L'élévation du niveau d'instruction a, sans conteste, favorisé la mobilité des femmes, alors que celle des hommes était beaucoup plus stable. En tout cas, pour les deux sexes, les choses ne bougent plus beaucoup. Depuis les 30 dernières années, il y a un peu plus de mouvement, mais y compris descendant, chez tous les jeunes. Alors pourquoi? Faut-il dire, c'est l'école qui joue un rôle de, vous connaissez la chanson de l'ascenseur social? Non, la raison, elle est avant tout économique, c'est-à-dire que la raison dominante, c'est que la structure des emplois et des jeunes à l'heure actuelle, des emplois actuels auxquels les jeunes prétendent, elle est de plus en plus similaire à celle de leurs pairs. Or, plus la structure sociale est stable d'une génération à l'autre, moins va jouer un appel d'air par des emplois plus qualifiés, comme c'était le cas dans les 30 glorieuses, quand on avait beaucoup d'agriculteurs et populations qui étaient en déclin, alors que se développaient des emplois de professions intermédiaires et de cadres plus qualifiés. Donc, dès lors que les structures d'emploi du côté des pères, du côté des fils se ressemblent, eh bien, la concurrence, alors qu'on n'a plus de diplômés, la concurrence entre les diplômés va s'accentuer, pour rentabiliser au mieux son diplôme et ne pas déchoir pour ceux qui partent déjà d'une position sociale élevée. Parce que c'est le marché du travail qui va faire la valeur des diplômes. On a beau lancer dans l'air du temps des concepts comme l'employabilité, comme si c'était une donnée individuelle, c'est le marché du travail qui va valoriser les compétences qu'il trouve intéressantes au sens fort, dans un état donné de la conjoncture. Alors, ce qu'on observe sur le marché du travail, c'est que la généralisation des diplômes contribue à en renforcer l'emprise. Il n'est plus possible aujourd'hui de prétendre à une insertion professionnelle correcte sans qualification scolaire. Disons que le fait de ne pas avoir de diplôme devient particulièrement pénalisant dans une société où le diplôme est très répandu. Donc la démocratisation scolaire a donc un effet pervers, inattendu et non voulu. Elle accentue la stigmatisation des non-diplômés et contribue en retour à creuser les inégalités de trajectoire professionnelle entre les plus diplômés et ceux qui le sont moins ou pas du tout. Par ailleurs, le constat de l'existence de rendements de l'éducation très positifs au niveau très élevé, ceux des grandes écoles, va de pair avec des effets de dévaluation en cascade des diplômes au niveau inférieur. Et puis, par ailleurs, la démocratisation scolaire élève les aspirations des jeunes sans toujours élever les opportunités d'emploi, ce qui engendre un sentiment de frustration et de déclassement. Mais, dira-t-on, il est certain que les effets sociaux et individuels de l'éducation ne se limitent pas aux effets
économiques, en question d'insertion, il y a bien sûr les espoirs en termes de démocratisation plus généraux de la société. Donc, je reviens à mon troisième point, quelles sont les conséquences qu'on peut déceler de la massification sur les valeurs, et en particulier des valeurs civiques. Il est clair que chaque système scolaire a pour ambition d'éduquer, pas simplement d'instruire pour le marché du travail, mais d'éduquer, d'inculquer des valeurs et des représentations communes. Et l'école républicaine voulait et veut toujours faire des citoyens vertueux, mais elle veut aussi, dans l'air du temps, produire des individus singuliers, des démocrates tolérants, respectant les libertés, capables et désireux de participer à la vie collective. Et on pouvait donc penser que l'allongement des scolarités élargirait l'adhésion aux valeurs et aux cultures dont se réclame l'école. Eh bien, ce qu'on constate, c'est plutôt la montée de mouvements populistes autoritaires, des nationalistes, la confiance dans la science et le progrès faiblit, les fake news fleurissent, etc. Pourtant, à l'opposé, l'analyse des valeurs sur la longue durée montre que le libéralisme culturel n'a cessé de progresser dans toutes les générations. On est à l'heure actuelle plus tolérant à l'égard des minorités sexuelles ou culturelles, plus favorable à l'égalité des sexes, mais oui, et de manière générale à tout ce qui favorise l'autonomie des individus. Donc le bilan est contrasté et il est difficile de savoir quel rôle joue précisément la massification scolaire dans ce tableau. Ça reste une hypothèse. Alors une première piste qu'on peut évoquer, c'est qu'il y a sans conteste un déclin des capacités éducatives de l'école aujourd'hui, parce qu'elle est confrontée au monde des écrans et des réseaux, auxquels les jeunes consacrent plus de temps, souvent, qu'aux seuls apprentissages scolaires. Il y a tout un monde des réseaux et de la culture des jeunes qui échappe complètement à l'emprise de l'école. Ceci étant dit, le niveau d'instruction joue toujours un rôle déterminant dans l'adhésion aux valeurs démocratiques, dans la confiance dans les sciences, dans la confiance dans les institutions. En fait, tout se passe comme si l'école maintenait une forte capacité éducative pour les jeunes les plus scolarisés, alors que cette influence éducative décline pour les perdants de la massification, qui non seulement adhèrent moins aux valeurs de l'école, mais se retournent parfois contre elles. Les premiers, les gagnants, vont voter pour les partis sociodémocrates, libéraux et verts, alors que les seconds vont s'abstenir et voter plus volontiers pour les partis populistes, autoritaires et xénophobes. Et donc on voit bien que de la sorte, les inégalités scolaires ne posent pas simplement un problème de justice sociale, elles vont constituer aussi un enjeu démocratique dès lors qu'elles s'accompagnent de ce qu'on peut appeler un séparatisme social, culturel et politique. Alors, quelques données un peu plus précises sur l'évolution des valeurs démocratiques. La massification scolaire, je l'ai évoqué, elle est parallèle à la progression des valeurs démocratiques libérales. Sur les 30 à 40 dernières années, les Français sont plus libéraux au sens culturel du terme, attachés à l'autonomie des individus qui doivent pouvoir vivre leur vie comme ils l'entendent, leurs goûts, leurs valeurs. Ils tolèrent et justifient de plus en plus l'homosexualité, l'avortement, le divorce, les naissances hors mariage, etc. C'est une évolution générale. Est-ce qu'elle peut être tenue pour un effet de la massification scolaire ? On pourrait le penser quand on observe que les jeunes, qui sont plus longuement scolarisés, sont plus libéraux que les adultes. Mais ce n'est pas si sûr, parce que finalement, les générations plus anciennes sont elles aussi plus libérales, et ceci indépendamment du statut social et des préférences politiques. Donc le libéralisme culturel est plutôt une évolution générale des mœurs et des valeurs. Néanmoins, le diplôme, y compris chez les jeunes, continue d'exercer une influence. Et le niveau d'éducation continue à renforcer le libéralisme culturel. Par exemple, les inégalités liées à l'origine ethnique sont jugées inacceptables par 75% des titulaires d'un diplôme de second cycle universitaire, 75%, et 54 seulement, si on peut dire, c'est beaucoup, par les titulaires du seul brevet des collèges ou des non-diplômés. Donc il y a un écart, et de la même manière, on pourrait trouver des chiffres analogues, un écart de même type pour l'acceptation de l'homosexualité, par exemple, et d'autres formes de discrimination. La contrepartie de cet effet du diplôme sur les valeurs libérales, l'effet positif du diplôme sur les valeurs libérales, c'est que les moins éduqués adhèrent plus souvent que les autres aux valeurs antidémocratiques.
Ils sont plus favorables au gouvernement autoritaire, aux hommes forts, plus hostiles aux immigrés. Mais en revanche, les moins diplômés défendent davantage l'égalité sociale que les diplômés, l'égalité des revenus, l'égalité sociale que les diplômés. Ils se montrent plus critiques envers les inégalités. Par exemple, si on demande aux gens est-ce que les inégalités de revenus en France sont trop grandes, il y a les 3/4 des personnes qui ont au plus le brevet des collèges vont dire oui, elles sont trop grandes, alors que chez les diplômés d'un second cycle universitaire, on va trouver un peu plus de 50%. De même, les moins diplômés sont plus critiques envers l'école et envers les injustices qui leur apparaissent comme des injustices scolaires. Concernant le rapport à la politique, il a aussi un fond de carte global, comme pour les adultes. Eh bien, la participation électorale des jeunes diminue depuis les années 80, mais en matière d'intérêt pour la politique, le facteur le plus discriminant reste le niveau d'éducation, et c'est particulièrement vrai chez les jeunes. Les 80% presque de ceux qui ont moins que le bac se déclarent peu ou pas intéressés par la politique. C'est énorme, contre 35% de ceux qui ont un diplôme supérieur à bac plus 2. Donc non seulement les jeunes les plus diplômés s'intéressent plus à la politique, mais ils votent plus que les moins diplômés. Ils se montrent également plus tolérants, plus ouverts, ils s'intéressent plus à la vie politique. Alors que chez les moins diplômés, les valeurs autoritaires sont plus présentes, l'intérêt pour la politique est plus limité, etc. Donc globalement, les inégalités de parcours scolaire pèsent sur la participation et les orientations politiques, et cet écart est plus fort dans les jeunes générations, comme si ne pas être diplômé aujourd'hui constituait davantage qu'hier un facteur de relégation politique. Alors, il faut ajouter la formation d'un clivage politique particulièrement fort entre les jeunes les plus diplômés et ceux qui le sont moins. Si on regarde les votes, les lycéens des meilleures filières et les étudiants ne sont pas simplement plus libéraux, ils sont aussi plus critiques, plus à gauche, plus à l'extrême gauche, plus écologistes que les jeunes les moins favorisés. Et on voit apparaître dans la recherche européenne depuis quelques années le terme d'une classe de diplômés, au sens d'une classe sociale, la classe des diplômés. Et donc la question qui est posée, c'est est-ce que ceux qui sortent les plus diplômés du système, est-ce qu'ils n'en viennent pas former une nouvelle catégorie sociale, une nouvelle classe qui occuperait des positions dominantes, qui aurait des ressources spécifiques, qui partagerait les mêmes valeurs, les mêmes modes de vie et les mêmes imaginaires politiques. Cette catégorie de diplômés, on le sait, beaucoup d'analyses l'ont confirmé, elle vote plus à gauche pour les Verts, elle est moins sensible à la lutte pour l'égalité des conditions sociales qu'à la lutte pour l'égalité des chances, ce qui n'est pas la même chose, et il y aurait donc une fracture de plus en plus marquée entre cette classe de diplômés et ceux qui le sont moins. Alors, je ne vous donnerai pas les chiffres, on pourrait y revenir. On sait que, par exemple, chez nos parlementaires, en France, on a plus de 70% de diplômés de l'enseignement supérieur, alors que dans la population française, en général, on a à peu près 30%, donc elle est beaucoup plus diplômée. On pourrait regarder en plus les grandes écoles, je passe pour l'instant. Donc, alors là, c'est dans le milieu parce qu'on n'a pas la même conception de la justice entre les plus diplômés et les moins diplômés. Les moins diplômés continuent à penser que la justice, ça consiste à réduire les inégalités entre les conditions sociales. Alors que les gagnants, d'une certaine manière, de la massification, ceux qui pilotent la vie politique, ils déterminent ce qui est mis sur l'agenda, eh bien, ils estiment que la justice consiste surtout à combattre les discriminations qui empêchent d'accéder à l'élite. Donc, les plus diplômés adhèrent au modèle de l'égalité des chances, comme principe de justice à privilégier, alors que les moins diplômés privilégient plutôt l'égalité des conditions, d'une certaine manière. Et donc, on a un clivage culturel, moral et politique qui est de plus en plus important. Et donc, tout le problème vient de ce que les perdants, justement, de l'école démocratique risquent de basculer vers l'absentéisme politique, le nationalisme, etc. Ils se sentent méprisés par les sachants, les experts, etc. Et ils se retournent alors contre les valeurs que l'école a essayé de transmettre. Alors, bien sûr, il serait absurde, et j'en terminerai par là, il serait absurde de penser que l'école est la seule responsable de ces phénomènes qu'on observe aujourd'hui, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'école n'a pas été capable de résister aux dérives antidémocratiques et que, pour une part, elle participe à leur développement. Donc, on voit bien, pour conclure, que les inégalités scolaires posent des problèmes dans toutes leurs dimensions. Il y a des inégalités de parcours et d'apprentissage, on ne sort pas de l'école avec le même savoir. Il y a des inégalités d'utilité des formations sur le marché du travail et il y a des inégalités d'adhésion
aux valeurs démocratiques portées par l'école. Donc ces inégalités scolaires, elles ne sont pas seulement injustes, parce qu'on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas l'école, etc. Elles ont aussi des effets dévastateurs sur l'ensemble de la société et sur les personnes qui en sont victimes, puisque ceux qui en sortent bien quittent l'école en étant sûrs de leurs compétences et de leurs valeurs, alors que les autres sont souvent incapables, amers, etc. Donc c'est à la fois une injustice et aussi un formidable gaspillage, car on peut se dire, dans le monde du travail et dans la vie en général, eh bien sans doute, il y a bien d'autres compétences, savoir, que celles que l'école a choisi de valoriser et sur laquelle elle a fondé sa sélection. Je vous remercie. Merci beaucoup Marie Rubella alors pour cet exposé extrêmement riche qui pose immédiatement un nombre considérable de questions. Alors il faut en choisir une première. Alors je vais peut-être rebondir sur ce que vous nous proposiez ou présentiez, c'est cette idée de classe des diplômés. Alors c'est un concept très intéressant. On a presque envie de dire la caste des diplômés, peut-être. On pourrait peut-être discuter de ça. La question que cela peut évoquer, c'est est-ce qu'il y a des débats justement explicite sur la finalité de l'école républicaine. Est-ce que, alors, on pourrait peut-être opposer deux paradigmes ou deux objectifs dans ce que vous nous avez présenté, donc équité, égalité, méritocratie, égalitarisme. Peut-être que ce seraient les deux pôles qui s'opposeraient ici. Est-ce qu'au cours de l'histoire, il y a eu des débats justement sur la finalité de l'école républicaine? Et est-ce qu'aujourd'hui encore, ces débats ont lieu? Est-ce que certains disent l'école doit former une élite plus que justement favoriser l'égalité des conditions? Ce qui est certain, c'est que du temps de Jules Ferry, cet ancêtre de l'école républicaine, l'objectif, il le disait clairement, c'était que chacun soit capable de voter. C'est-à-dire que tout un chacun comprenne les enjeux de la vie démocratique et soit capable de voter. Et il n'y avait pas du tout à l'époque cette idée il faut que les personnes sortent de leurs conditions sociales d'origine et s'élèvent dans la société. Au contraire, on en avait peur. On disait aux maîtres, il ne faut pas quand même qu'ils aient des ambitions illégitimes ou pas réalistes, et que le fils de paysan s'entiche d'objectifs de mobilité sociale qui n'étaient vraiment pas du tout valorisés. Donc ça, c'est ce qui a dominé aux grandes heures, si on peut dire, de l'école républicaine. Après ce qui s'est passé après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu à un moment tout un idéal d'égalité. Là, c'était plutôt l'égalité des savoirs et d'une expérience de vie. C'est ce qui a mené d'ailleurs aux réformes qui se sont mises en place pour que les jeunes soient tous dans les mêmes écoles. Vous savez, il y a eu un mouvement qu'on appelait les compagnons de l'Université Nouvelle qui disait puisque les hommes ont été dans les mêmes tranchées, ils doivent aller dans les mêmes écoles. Donc, dans le deuxième temps, on a mis en avant cette idée il faut former tous les jeunes ensemble, qui n'était pas du tout, qui n'apparaissait pas comme un scandale du temps de l'école de Jules Ferry. Donc ça a été quelque temps. Et puis très vite, avec la croissance, on s'est dit, oui, mais capital humain, la notion de capital humain, elle est apparue dans les années 60, 70, et elle a été depuis portée par les instances internationales, et en particulier par l'OCDE, et en parallèle avec le développement de la mondialisation et de la hantise d'une compétition internationale. Mais la notion de capital humain utile, elle est beaucoup plus récente, et il me semble qu'elle a pris le dessus. Alors, elle a pris le dessus, c'est injuste de dire ça comme ça, parce que si on relit les textes sur l'éducation aujourd'hui, il y a toujours objectif d'égalité, formation commune. On a même mis en place un socle commun de connaissances que tout le monde doit avoir. Mais il y a aussi cette autre fonction. Et je pense que c'est la fonction, on voit bien la tension entre cette fonction dont on donne à souffle le socle commun, mais en même temps, il faut que ça serve. Il faut que ça serve. Et je pense que la dimension utilitaire, aujourd'hui, prend vraiment le dessus, notamment dans les stratégies des familles, parce qu'il y a un contexte aussi économique qui est anxiogène. On a peur du chômage pour ses enfants. Et donc, ça prend, me semble-t-il, le dessus. Mais il y a toujours eu cette tension. Elle est apparue quand même, à mon avis, plutôt dans la deuxième moitié du XXe siècle. Elle était relativement ignorée, finalement, auparavant. Merci beaucoup. Alors, deuxième question. Vous avez évoqué peut-être plusieurs types d'inégalités. Vous avez parlé des inégalités de genre, des inégalités sociales, inégalités ethniques et peut-être on pourrait rajouter les inégalités géographiques également. Comment s'articulent justement ces différents types d'inégalités? Dans vos travaux, vous avez beaucoup justement travaillé sur ces différents types. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur l'articulation justement?
Alors, c'est sûr que depuis qu'on étudie les inégalités à l'école, on essaie d'articuler les facteurs. Hein. Alors, dans notre pays, on a mis beaucoup en avant, dans la sociologie française, hein, les inégalités en fonction du milieu social d'origine. Bon, d'autres pays ont peut-être mis plus en avant, ou plutôt que nous, par exemple, les inégalités entre les sexes. Hein. Nous, c'est sans doute l'influence diffuse du marxisme sur la sociologie de l'éducation dans les années 60-70, hein, qui fait qu'on a mis vraiment en avant cette dimension. Bon, nous, très tôt, on a contrôler hein, dans des analyses statistiques hein, l'influence de l'origine sociale par d'autres facteurs, ce qui débouche parfois sur des considérations, sur des résultats un peu inattendus. Par exemple, on a montré, enfin, beaucoup de travaux ont montré que à milieu social comparable, il n'y avait pas dans notre pays, au moins jusqu'au baccalauréat, d'inégalité en fonction d'origine culturelle. Si on tenait compte, par exemple, étant enfant d'immigrés, c'est plutôt les Français, mais de deuxième génération, d'immigrés de deuxième génération, il n'y a pas un racisme particulier à ce stade hein, de l'école française. S'il y a des différences, c'est massivement selon le milieu social d'origine. C'est vraiment le milieu social d'origine qui domine de ce point de vue-là. Alors, pour ce qui est des inégalités filles-garçons, c'est vraiment des mécanismes assez différents hein, qui, eux, renvoient aux conceptions qu'on a de l'éducation pour les garçons et pour les filles, et en particulier concernant l'utilité de la formation des filles. Comme vous le savez, dans notre pays, la formation des filles, elle était longtemps très, très limitée jusqu'au début donc, du XXe siècle. Hein. Depuis les années 50-60, les filles ont rattrapé, mais très rapidement, leur retard, entre guillemets, au niveau de l'éducation générale. Bon, par contre, pour ce qui est de l'éducation professionnelle, l'éducation des filles reste, et celle des garçons, reste calée sur le paysage des emplois. Hein. Et comme le marché du travail est lui-même encore aujourd'hui, notamment dans les emplois assez peu qualifiés, très sexué, hein, la formation professionnelle est elle-même sexuée, et donc les orientations le sont. Alors, ce qu'on peut ajouter, c'est que ces inégalités s'articulent évidemment avec le milieu social, dans la mesure où dans les milieux sociaux favorisés, où les études sont plus longues, il y a un peu moins hein, d'inégalités garçons-filles, mais elles existent néanmoins. Hein, si on regarde les promotions à l'école polytechnique ou à l'école du Louvre, hein, c'est pas tout à fait pareil. Donc, il subsiste vraiment des différences parce que le marché du travail lui-même reste très sexué et parce que subsistent dans la société des représentations très différentes de ce que c'est qu'un homme et une femme. Donc là, si vous voulez, là c'est vraiment un clivage qui pénètre tous les milieux sociaux. S'il est un peu plus marqué dans le milieu populaire, c'est aussi parce qu'au niveau d'emploi relativement peu qualifié, ouvriers, employés, hein, là, il y a vraiment une division du travail entre les sexes qui est énorme. Alors oui, je n'ai pas répondu sur les inégalités géographiques qui ont longtemps été un peu sous-estimées. Hein. Ceci dit, quand on a diffusé la formation secondaire, les collèges, quand on a fait un collège par jour, hein, comme dans les années 50-60, il y avait bien l'idée de combler le désert français. Donc je pense que par rapport à la formation dans le secondaire, on a largement rattrapé ces inégalités géographiques, mais pour les formations d'élite qui par définition sont peu nombreuses, on ne va pas mettre Polytechnique dans tous les départements. Et donc là, on semble découvrir à l'heure actuelle et accorder plus d'attention aux inégalités géographiques qui ont toujours existé, hein, mais qui, dans la mesure où on est très sensible au principe d'égalité des chances, hein, apparaissent particulièrement scandaleuses. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une baisse du niveau général de l'école française? Alors, je pense évidemment au classement dont on entend souvent parler dans les médias, hein, le classement PISA, par exemple, où la France serait en déclassement constant, la France serait nulle en maths. Voilà, quelque chose qu'on entend régulièrement. Est-ce que, selon vous, il y a justement une baisse du niveau général de l'école française? Je sais pas, les classements, par définition, notre position, elle est relative. C'est-à-dire qu'on peut baisser dans le classement sans qu'il y ait forcément une baisse du niveau général, si les autres font mieux. Je pense qu'il y a des pays qui ont augmenté vraiment leur niveau. Alors, il y a différents exemples. Par exemple, l'exemple de la Pologne, qui avait un système un peu comme la France des années 60, qui a mis en place un cycle commun pour tout le monde, comme notre collège unique d'ailleurs, et qui a vu son niveau s'élever. De même, il y a des pays qui ont réagi aux premières enquêtes PISA en disant il faut qu'on s'améliore. Par exemple, l'Allemagne, qui était mal classée, a fait beaucoup d'efforts pour monter dans le classement. Alors que nous, depuis le début des épreuves PISA, des classements PISA, c'est 2000, hein, on commence à s'en inquiéter un petit peu, mais dans les années 2000, on se dit, oh ouais, mais nous, en France, ok, on n'est pas très bien classé dans ce classement américain. Enfin, on avait des tas d'arguments tout à fait spécieux pour ne pas s'y intéresser. Bon, ceci étant dit, on a découvert qu'on avait un niveau moyen.
On a un niveau moyen, pas non plus. Vous savez, les différences en classement, elles sont petites, elles sont dans un mouchoir de poche. C'est comme les fourchettes des sondages. Pas non plus s'exciter si on passe de la place 21 à 23. Voilà, ce n'est pas significatif. Ceci étant dit, depuis quelques années, on descend un peu dans le classement. Mais c'est pas tellement ça qui doit nous alerter, parce que ça peut être que d'autres mondes. C'est plutôt qu'on a d'autres épreuves que PISA, ce qu'on appelle TEAMS. Il y a d'autres enquêtes internationales qui, elles, mesurent le niveau sur vraiment avec les mêmes épreuves, vraiment les mêmes épreuves sur le temps. Et là, on voit apparaître ces dernières années une petite baisse du niveau, donc en mathématiques en particulier, qui a beaucoup été évoquée dans les médias. Et cette baisse frappe tous les élèves, alors qu'on a une petite baisse en français, mais seulement sur les élèves de milieu populaire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, évidemment. Donc, on a effectivement un tassement des élèves depuis quelques années. Bon, les performances, elles peuvent fluctuer quand même. Elles peuvent fluctuer. On a vu, par exemple, qu'il y a eu une réforme de la maternelle et le niveau des élèves avait plutôt monté. De même, avec le confinement, on a vu qu'à un certain niveau, ça avait baissé, puis ça avait été rattrapé. Donc, il faut vraiment juger sur la longue période. Donc, c'est vrai qu'on ne s'améliore pas, on a plutôt un certain tassement. Ce qu'observent les analyses souvent sur le long terme, c'est qu'il n'y a qu'en orthographe où là, on est sûr qu'on a une baisse. Mais par exemple, si on regarde le niveau des grandes écoles, il y a eu des comparaisons qui ont été faites sur les épreuves de maths dans les écoles d'ingénieurs ou d'autres épreuves, on a plutôt, le niveau se maintient et globalement, on a plus de jeunes instruits. C'est-à-dire qu'il faut toujours distinguer le niveau d'un diplôme donné et puis globalement, le niveau d'instruction de la nation. Voilà. Et le niveau d'instruction de la nation, il est plus élevé aujourd'hui, sans aucun conteste. Vraiment, aucun. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, puisqu'on parle des classements internationaux, justement, est-ce qu'il y a des pays qui sont des bons élèves? J'emploie à dessein cette expression. Des pays peut-être qui parviennent mieux que l'école française à garantir l'égalité des chances, justement la démocratie, l'idéal de justice que vous présentiez dans votre exposé. Alors, sur l'idéal de justice, ça, on ne sait pas. On ne sait pas, parce que ce qu'on a avec les études internationales, c'est le niveau des élèves à 15 ans et les inégalités sociales qui vont avec. Ça, on sait. Et là, il y a des pays qui font mieux que nous, mais qui pour autant ne peuvent pas nous servir forcément de modèle. C'est-à-dire qu'il faut se méfier avec ces comparaisons internationales. L'éducation, le système éducatif, c'est pas un jeu de mécano. On va dire, ah bah tiens, on va prendre ça. Eux, ils ont des profs mieux payés, donc c'est sûrement pour ça. Eux, ils ont des écoles décentralisées, c'est forcément pour ça. Donc, on prendrait un peu ce que chacun a de spécifique et on ferait un système idéal. Ça marche pas du tout comme ça. Par exemple, un pays comme la Corée du Sud. La Corée du Sud a beaucoup d'élèves moyens, a peu d'inégalités, tout en ayant un bon niveau global. Mais elle a beaucoup d'élèves au milieu, elle n'a pas beaucoup d'élèves sur les bords. Est-ce qu'il faut copier la Corée du Sud? On sait qu'à Corée du Sud, avec le Japon d'ailleurs, les jeunes ne paraissent pas spécialement heureux, le taux de suicide est très élevé, ils ont des cours en dehors de l'école qui leur bouffent la vie, pardonnez-moi l'expression, donc ils ont aussi un contexte idéologique et culturel qui n'est pas du tout le nôtre. Par exemple, dans ces pays d'Asie, que ce soit le Japon ou la Corée, quand un élève ne réussit pas bien à l'école, on trouve que ce n'est pas normal. C'est pas normal, les autres vont l'aider. Par exemple, il y a beaucoup d'entraide entre les élèves, alors que chez nous, l'entraide est toujours suspecte, on va copier sur les autres. Donc, il y a tout un contexte culturel qui fait que dans ces pays, finalement, il n'y a pas beaucoup d'élèves qui sont en gros échec. Je ne pense pas qu'on puisse en tirer énormément d'enseignements. On peut tirer peut-être plus d'enseignements des pays plus proches de nous, sur le plan culturel. On sait que dans les pays du Nord, qui sont souvent les bons élèves, de pointer comme les bons élèves, parce qu'ils ont moins d'inégalités sociales, eh bien, on a, par exemple, dès l'école primaire, quand un élève est en échec, on a tout de suite des mesures individualisées qui sont prises immédiatement et qui sont individualisées. Chez nous, on fait redoubler, ce qui est une mesure très grossière, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on savait bien déjà. Mais ça ne fait rien, on fait tout. Alors, on fait moins redoubler aujourd'hui, c'est vrai. Mais il y a un peu moins ces mesures vraiment ciblées sur tel ou tel élève. Alors, c'est aussi des pays où la formation des enseignants n'est pas la même. Dans les pays, on va choisir la profession enseignante pour sortir de l'école secondaire et on aura parallèlement une formation pédagogique plus longue et une formation disciplinaire. Alors que nous, on a une formation, on y reviendra peut-être, qui est d'abord essentiellement disciplinaire. Donc, on a la formation des enseignants. Je pense que globalement, je reviens aux considérations idéologiques, je pense qu'en France, on est quand même relativement fataliste par rapport aux pays anglo-saxons ou aux pays du Nord. C'est-à-dire que on pense que les inégalités sociales, c'est un peu une fatalité, c'est une fatalité du système, diront même certains. Par exemple, on voit quand on interroge les enseignants du collège, on leur demande de faire des pronostics sur la réussite de leurs élèves, ils anticipent des inégalités. Ils anticipent, comme si c'était une fatalité, comme si on ne pouvait rien y faire. Alors, peut-être que c'est une influence perverse
des thèses de Bourdieu qui ont été très diffusées, qui nous disent, bah oui, c'est la façon de l'école, donc c'est normal, etc. Il y a des pays où on est peut-être plus enthousiastes. Ben oui, on va y arriver. Je prends un pays comme le Canada où il y a beaucoup d'inégalités sociales, il y a beaucoup de migrants, tous les facteurs qu'on invoque peut-être parfois dans notre pays un peu avec légèreté. On arrive, parce qu'on y croit. On amène des manuels dans les pays anglo-saxons qui s'appellent What Works, qu'est-ce qui marche avec les élèves. Qu'est-ce qui marche? On va trouver que c'est un peu techno, si on peut dire. On n'y croit pas trop, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi un contexte idéologique global qui joue. D'accord. Alors, est-ce que il y a eu ou il pourrait y avoir, selon vous, des réformes vraiment efficaces? Est-ce que dans l'histoire, on a vraiment certaines réformes qui sortent un petit peu du lot, qui se sont prouvées vraiment pertinentes et efficaces? Et est-ce qu'à l'inverse, vous avez des idées d'autres réformes qui seraient indispensables à mettre en œuvre dans les années à venir pour justement enrayer peut-être ces problèmes dont vous nous avez parlé? Alors, il y a des choses qui marchent justement et qui ont marché, d'ailleurs, dans notre pays, c'est ouvrir le système. On a ouvert l'accès au bac. Ça, en soi, ça a démocratisé. Alors évidemment, on va dire, alors les esprits chagrins vont dire, ah ben oui, mais c'est plus le même bac. C'est vrai, c'est exactement comme la voiture. Tout le monde a une voiture, mais on n'a pas la même voiture. Mais ouvrir le système, tous les pays ont fait ça. C'est un facteur de démocratisation. Alors, ce qui marche aussi, c'est un système unifié. Vous savez, il y a encore plus beaucoup. Il y a eu des débats sur le collège pour tous. Ça veut dire, oh oui, mais le collège, voilà, faut revenir à la sélection à 14 ans. Il faut qu'il n'y a pas si longtemps, etc. Ça, c'est pas vrai. Tous les pays qui ont unifié leur système, comme on l'a fait, nous, avec le collège unique à partir de 63, eh bien, c'est un facteur de démocratisation. La plupart des pays également ont développé la préscolarisation. Donc, le fait avant l'école élémentaire elle-même, qui maintenant va être obligatoire chez nous à partir de 3 ans, c'est plutôt un facteur de démocratisation. Donc ça, ces choses-là, on sait que ça marche. Alors, ce qui marche moins, ce qu'on n'a jamais fait, on n'a jamais osé dans notre pays, il y a deux choses qu'on ne fait pas beaucoup. Il y a la formation des enseignants, sur lesquelles que j'évoquais tout à l'heure, où chaque fois qu'on essaie de modifier la formation des enseignants, il y a des débats dans tous les sens, et en particulier les syndicats d'enseignants, évidemment, vont défendre ce qu'ils estiment le mieux, à savoir une formation la plus longue possible au niveau académique. On a toujours été en France convaincus que plus c'était long, la formation académique, plus les enseignants allaient être efficaces, ce qui n'est pas le cas. Et dans la plupart des pays où on forme bien plus aux aspects pédagogiques et bien plus tôt, éventuellement avec 2 disciplines d'ailleurs, donc on ne poursuit pas l'agrégation pour tout le monde, eh bien les enseignants sont plutôt plus efficaces. Et puis, il y a aussi les deuxièmes chances. Ce que font beaucoup les pays du Nord, c'est qu'on peut revenir en formation. Nous, on a un système où on forme les gens une fois pour toutes, d'une certaine manière. La formation continue n'est pas très développée dans notre pays. Elle est surtout d'ailleurs accessible à ceux qui sont bien sortis, d'une certaine manière, du système. Donc ça, c'est quelque chose auquel on ne croit pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de mouvements, disons, une fois qu'on est sorti de l'école. Et ça serait une voie quand même assez importante pour essayer de rendre moins fatale la scolarisation initiale et les inégalités qui l'affectent. D'accord, merci beaucoup. Alors, peut-être une dernière question avant de passer aux questions du public. Est-ce que une question qu'on pose souvent, qu'on pose habituellement chez Politeia, quelle est selon vous la position du chercheur justement? Quelle est selon vous votre fonction en tant que chercheuse? Est-ce que vous êtes en position peut-être de surplomb et d'extériorité, ou est-ce que à l'inverse vous êtes partie prenante, presque militante, ou en tout cas avec une réelle responsabilité politique? Comment vous envisagez justement ce statut, cette fonction du chercheur? À la fois, moi, j'ai une formation assez positiviste, c'est-à-dire, bon, là, on met entre parenthèses ses convictions et on fait de la recherche la plus positive au sens de compte possible, mais en même temps, j'adhère à la position de Durkheim qui disait la sociologie ne vaudrait pas une heure de peine si elle n'était pas utile à la société. Donc, personnellement, j'ai toujours essayé de faire la part entre je fais mes travaux de recherche et comme je suis payée par l'État, je trouve normal d'être consultée par les instances politiques, ce que je fais ce qu'elles ont fait à maintes reprises. Donc, j'ai toujours répondu aux demandes de l'autorité publique, si on peut dire. Et là, je dis ce que je pense, vu la recherche. Mais en même temps, je sais bien qu'on n'est pas dans une république des savants, en tout cas, ce n'est pas souhaitable. Je prends l'exemple des débats sur les grandes écoles. Pour des raisons diverses scientifiques, je pense que ce n'est pas un bon point pour nous, ces grandes écoles, et qu'on gagnerait
en justice sociale à les supprimer. J'ai été défendre cette position et évidemment, ceux qui défendent les grandes écoles, ils ont gagné, ils gagnent toujours d'ailleurs. Personne ne veut dans notre pays supprimer les grandes écoles. Et c'est tout, j'ai rien à dire. Je ne vais pas aller manifester pour ça. J'ai donné mon point de vue de chercheuse et c'est tout. Donc, il y a quand même une distance. J'essaie d'avoir une distance. Alors, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours. Je pense que je pêche, sans doute, avec des thèses que je veux mettre en avant. Mais en général, j'essaie de dire, ça c'est démontré, ça c'est mon opinion. J'essaye de faire cette part. D'accord. Et alors, peut-être en guise de conclusion, avant de passer aux questions du public, peut-être finir sur un point positif, une note d'espoir, parce qu'on a beaucoup on a beaucoup critiqué aussi l'école. Est-ce que selon vous, l'école républicaine est parvenue à tenir certaines promesses, a vraiment été brillante dans certaines promesses, idéaux? Voilà. Est-ce qu'on peut aussi féliciter en partie l'école républicaine? Sans doute, parce qu'on n'a pas d'éléments contrefactuels. On ne peut pas savoir ce qui serait passé si on n'avait pas développé. Mais je pense que si on n'avait pas mis ensemble toute une classe d'âge, les clivages auxquels on assiste actuellement seraient encore plus marqués. Parce que justement, l'école, elle n'est pas toute seule. C'est-à-dire que les jeunes qui auraient été limités dans le cadre de l'école primaire et primaire supérieure, dans un contexte de mondialisation et d'évolution culturelle tel qu'on l'a connu, auraient été encore plus marginalisés et révoltés. Donc, je pense que ça aurait été pire. Donc, c'est bien, d'une certaine manière. C'est-à-dire, on a bien fait. Et puis, je pense vraiment que le niveau d'éducation globale s'est élevé. Bon, évidemment, on peut être inquiet de la montée des fake news, etc. Mais il y a beaucoup d'évolutions sociales qui auraient été sans doute beaucoup plus difficiles si on avait eu la moitié des gens qui n'avaient même pas le certificat d'études. Imaginez le passage à l'euro ou l'application des règles sanitaires à l'heure actuelle, ça aurait été impossible. C'est difficile de s'en rendre compte. Et je pense que l'élévation du niveau d'instruction crée un lien dans la société. Alors, elle peut créer plus de contestations, après tout, on peut s'en réjouir, mais ça crée un lien efficace. En plus, on est dans un contexte où tous les pays ont fait de même. Alors, imaginez, la France, certains parlent du retard français, vous vous rendez compte, ça aurait été une catastrophe. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces éclairages, merci pour votre compétence et votre clarté et votre présence aujourd'hui avec nous. Alors, beaucoup de pistes de réflexion sur l'école. On garde quand même des analyses assez critiques en tête, mais avec quand même un petit peu d'espoir, on l'espère. Et puis, en espérant que finalement, un jour, les gouvernements vous écoutent et qu'ils écoutent votre expertise et qu'ils suivent vos conseils. En tout cas, merci encore, Marie Durubella. On vous laisse le mot de la fin si vous souhaitez rajouter un mot de conclusion, peut-être. Je pense qu'un point qu'on n'a pas trop évoqué, c'est qu'il ne faut pas trop compter sur l'école. On charge l'école de tout. L'école doit faire de l'éducation civique, de l'éducation sexuelle, de l'éducation aux arts, de la justice, etc. Bon, il y a aussi toute la vie. Il y a les associations. On l'a vu pendant le confinement. Les associations de jeunesse, les municipalités. Il y a d'autres personnes. On est tous responsables des jeunes qu'on veut former, des jeunes avec lesquels on veut vivre. Et donc, voilà, l'école, c'est important, mais tout ne se joue pas quand même à l'école. Bon, ben voilà, pour ceux qui se reconnaîtraient dans la figure du cancre au bonnet d'âne au fond de la classe, voilà, tout n'est pas perdu. Voilà. Merci pour cette note d'espoir, en tout cas, Marie Durubella, et puis merci encore d'avoir accepté notre invitation.